faille, nous avons tout simplement dit ceci. Un État devient vulnérable à quel moment? Quand il ne contrôle pas tout son territoire. Si vous ne contrôlez pas votre territoire, forcément vous êtes vulnérable. Vous êtes, euh, vous avez tout simplement une faiblesse et une faiblesse stratégique. Si vous tolérez certaines forces parallèles dans votre pays, si vous déléguez votre sécurité à l'extérieur, alors vous êtes fragile, vous n'êtes pas fort. Comme la RDC, vous avez des groupes armés récurrents, l'armée est fragmentée, nous l'avons déjà expliqué sur ces panels, et une dépendance chronique aux missions internationales. Ici, je parle bien de la mission de l'ONU. Mais aussi au Sahel. Au Sahel, vous avez aussi l'armée qui n'est pas équipée. Donc, nous parlons d'une armée sous-équipée. Vous avez des zones entières hors des contrôles de l'État, un peu comme en RDC et dans bien d'autres pays. D'ailleurs, une dépendance à des forces étrangères, nous sommes au Sahel. Alors, quand l'État ne protège plus, quand l'État n'est plus là pour porter la responsabilité de la sécurité du territoire, d'autres les feront à sa place naturellement. Alors, il y a le deuxième faille, c'est la dépendance stratégique au niveau de l'extérieur. C'est un point clé, c'est un point essentiel, parce que quand un État dépend du FMI pour son budget, je parle bien de son budget, pas pour des projets, parce que le FMI est aussi sollicité par la France, par bien de pays européens, mais dans un but de injecter cet argent dans la production, dans la création des usines, dans la création des unités de production. Et quand vous empruntez l'argent au niveau du FMI pour votre budget, là, il y a un problème, vous êtes esclave, vous êtes enfermé, parce que vous ne produisez pas. Donc, prendre de l'argent au niveau du FMI, c'est pas mauvais. Si vous le prenez pour l'injecter et en créant des usines, etc., là, c'est bon parce que vous allez rembourser l'argent par la production. Alors, quand un État dépend des alliés étrangers pour sa sécurité, quand un État dépend de ports voisins pour son commerce, alors cet État va perdre sa marge de décision souveraine. Vous êtes tout simplement à la solde de ceux dont appartient ici la force, l'armée, les ports, les routes, etc. Donc, la décision ne sont plus prises en fonction des intérêts nationaux, de l'intérêt national, parce que vous êtes dépendant des forces extérieures, vous êtes dépendant du FMI, vous êtes dépendant des alliés et détiennent la force. Donc vos décisions sont conditionnées, ne plus orientées vers des intérêts nationaux, mais des équilibres diplomatiques, des conditionnalités, des sanctions éventuellement. Et le quatrième faille, l'économie sans valeur ajoutée locale. Un État qui exporte brut, moi j'appelle ça une exportation brutale. Brutalement, vous faites sortir brutalement vos minéraux, vous faites sortir brutalement votre or, en tout cas ce que vous avez comme richesse, et vous importez cher, vous exportez, mais vous importez très cher, et donc vous ne transformez pas vos propres ressources, bien entendu. Donc c'est une économie qui est totalement vulnérable, une économie vulnérable. Or, une économie fragile finance mal l'armée. Une économie fragile, vous aurez du mal parce qu'il y aura une armée faible. Une armée faible va nourrir l'insécurité. Or, l'insécurité fait quoi? Ben, l'insécurité va bloquer l'économie. Donc, ça coule de source. Une économie fragile finance mal l'armée. Une armée faible nourrit l'insécurité. L'insécurité bloque l'économie. Donc, nous sommes dans un cercle vicieux. Le cercle vicieux, cher ami.
Alors, regardons quelque chose ici. Le cercle est vicieux. Oui, ben, c'est ça, mon ami. Il n'y a rien de, il y a rien de magie. Dans une économie fragile, vous allez mal financer l'armée, puisque votre économie n'est pas équilibrée. Non, et si cette armée-là est faible, cette armée euh, sera une armée qui va produire de l'insécurité. Et donc, là où il y a l'insécurité, les investisseurs ne viennent pas. Donc, vous bloquez l'économie. D'accord? Et donc, ici, c'est un cercle vicieux, cher ami. Et donc, quand l'insécurité devient un outil politique, dans ces cas-là, des problèmes sécuritaires qui accouchent vers des instruments de négociation. À ce stade, l'insécurité n'est plus seulement un échec de l'État. Donc, elle devient un moyen de pression organisé utilisé pour obtenir quelque chose. L'insécurité comme levier de pression diplomatique, parce que si votre pays est dans l'insécurité, je vais dire l'AS, ok, l'AS, d'accord, mais je n'ai pas encore parlé de l'AS là pour le moment. Donc, l'insécurité est un levier de pression diplomatique. Alors, comment ça marche concrètement, l'insécurité là? Quand un pays est en difficulté sécuritaire, des attaques répétées, des rébellions persistantes, la frontière est instable, donc ce pays devient dépendant de médiateurs, de forces extérieures ou des soutiens diplomatiques. Parce que vous êtes dans l'incapacité de gérer et d'apporter la sécurité dans vos frontières. Alors, ces acteurs arrivent alors avec un discours du type ceux qui viennent vous aider parce que vous êtes dans l'insécurité, vous ne parvenez pas à régler l'insécurité dans vos frontières, nous pouvons vous aider, d'accord, pour calmer la situation. C'est la France qui arrive, c'est les Américains qui arrivent, c'est les Rwandais qui arrivent, nous pouvons vous aider, mais il faut d'abord s'entendre politiquement pour qu'on vous sécurise. Et ça, c'est comme ça. Ce qui est demandé en échange, c'est de signer un accord politique pour pouvoir vous aider, accepter une médiation imposée. Voilà pourquoi d'autres combattants intègrent des armées et ça crée encore des soucis plus tard, comme en RDC. Ce qui est demandé en échange de la protection, de la sécurité de vos frontières ou de votre pays, c'est de dialoguer avec des groupes armés. Nous avons le modèle de la RDC et l'Angola et bien d'autres. C'est de reconnaître certains acteurs comme interlocuteurs légitimes. L'exemple de la RDC, ici, on a appliqué à plusieurs reprises. Si vous acceptez des processus de dialogue, Luanda, Nairobi, etc., si vous discutez avec certains groupes comme ici le M23, hier c'était CNDP, et avant-hier c'était RCD, la pression sécuritaire baissera si vous acceptez. Donc, la sécurité devient conditionnelle à l'acceptation politique et qui donne ces directives, ou je dirais même ces injonctions, ce sont des grandes puissances. Donc, l'insécurité est un levier de chantage économique également. Comment on peut étouffer un pays sans une déclaration officielle de guerre? Un pays normalement constitué, un pays vit par ses routes, un pays vit par ses ports, ses corridors commerciaux, ses zones minières. Et quand l'insécurité coupe une route, l'insécurité rend une frontière impraticable, bloque une zone de production par exemple, dont l'économie va ralentir, les prix vont exploser forcément, la population va continuer à souffrir. Et donc, à ces moments-là, le message implicite est clair. Tant que le problème politique n'est pas réglé, les routes resteront dangereuses. Ce qui est demandé en échange pour sécuriser, pour pallier à la situation, ce qui est demandé, ce sont des concessions économiques, c'est
accès privilégié à certaines ressources. Ce sont des grandes puissances qui s'approchent de vous. Ce qui est demandé, c'est le maintien des circuits informels ou alors la tolérance sur des trafics ou des zones grises. L'exemple pédagogique, le Sahel, le Burkina Faso. Au Burkina Faso, on a longtemps fait comprendre ceci. Tant que vous ne coopérez pas avec tel dispositif régional ou tel partenaire sécuritaire, les routes resteront sous menace. Voici ce qu'on a fait comprendre au Burkinabé. La sécurité des camions devient un outil des négociations économiques. On va un peu approfondir pour mieux comprendre la situation du Burkina Faso parce que nous sommes là. Nous avons le Sahel, Burkina Faso. Quand l'insécurité devient un levier politique et économique. Alors, au Burkina Faso, pendant plusieurs années, un message implicite mais constant a été compris par les autorités du pays. Tant que vous restez dans l'architecture sécuritaire régionale existante, la pression sécuritaire est contenue, ça ne va pas évoluer. Si vous en sortez, vous êtes seul et vous resterez seul face à l'insécurité. Et donc, pour comprendre cette dynamique, il faut expliquer d'abord c'est quoi le G5 Sahel. Qu'est-ce qu'est le G5 Sahel? Le G5 est créé en 2014. Et le G5 regroupe évidemment 5 pays sahéliens. Vous avez le Burkina Faso, nous avons le Mali, le Niger, le Tchad et la Mauritanie. Voici le 5 pays, le 5G, ou le G5. L'objectif officiel de ce mouvement, de ces dynamiques, le G5, c'est lutter contre le terrorisme, la sécurisation des frontières et la coordination des armées. Mais en réalité, opérationnellement sur le terrain, ces armées ont manqué de moyens. Ces armées ont manqué en termes de renseignements et au niveau de la logistique lourde. Donc, le Jet 5 ne pouvait donc pas fonctionner qu'avec un soutien extérieur. Alors, qui faisait réellement fonctionner le Jet 5 au Sahel? Dans le fait, le Jet 5 reposait sur la France et surtout sur l'opération Barkhane, les renseignements français, l'appui aérien, etc., la logistique, le financement indirect, l'Union européenne, partenaires occidentaux. Donc, sans la France, le Jet 5 perdait sa capacité de frappe, perdait les renseignements. Sans la France, le Jet 5 devenait symbolique. Donc, le Jet 5 était donc une architecture régionale, mais pilotée de l'extérieur, pilotée par la France, pilotée par, évidemment, le français. Alors, comment est-ce que le levier sécuritaire fonctionnait concrètement? Le mécanisme était clair et simple. Tant que le Burkina Faso restait aligné, renouvelait les accords, coopérait avec Barkhane, restait dans le Jet 5, alors le Burkina Faso bénéficiait du renseignement partagé, de la couverture aérienne, de l'appui logistique, d'une sécurisation relative de toutes ou de routes stratégiques. Mais lorsque des critiques apparaissaient, des hésitations politiques s'est manifestées, une volonté d'autonomie émergeait, la protection alors devenait moins automatique. Le message qui a été dit, mais pas publiquement, la sécurité est collective, mais elle a un prix politique. Vous comprenez? Et donc, en quoi cela devient un chantage sécuritaire indirect? Il n'y avait pas de menace écrite par la France, par l'Union européenne,
Il n'y avait pas de déclaration officielle qui disait si vous sortez du Jet 5, vous serez puni ou vous serez banni ou vous dépendrez vous-même de votre sécurité et vous allez vous noyer dans l'insécurité. Il n'y avait pas un message explicite. Le levier était opérationnel, ce n'était pas juridique. Donc, moins de renseignements forcément en sortant, ça veut dire que si vous n'avez plus de renseignements, ce sont des routes qui deviendraient dangereuses. Moins d'appui de la France, de dispositifs français, donc des zones auraient été abandonnées, des zones sensibles, il y aurait eu plus d'attaques forcément, et donc une pression intérieure de la population. Parce que la population se serait retrouvée dans l'insécurité. L'insécurité alors est devenue un signal politique. Pourquoi cela a fini par exploser au Burkina Faso? Avec les temps, une partie de l'armée et de la population burkinabé a fait un constat, et ce constat s'est fait d'ailleurs partout. Nous coopérons pleinement avec la France, mais l'insécurité augmente quand même. Donc, soit cette architecture opérationnelle est inefficace, soit elle sert d'autres intérêts que les nôtres. Et donc, cette perte de confiance a conduit à la contestation politique. Cette perte de confiance a conduit et puis au renversement du pouvoir forcément, puis à la sortie progressive du Jet 5 et du dispositif français. Donc, voit des conséquences. Donc, au Burkina Faso, la sécurité des routes et du territoire était implicitement liée à l'adhésion au Jet 5 Sahel et à la coopération avec la France. Donc, nous sommes en train de parler de Barkhane. Sortir, bien évidemment, de cette architecture signifiait accepter une exposition accrue à l'insécurité. Et donc, c'est factuel, c'est palpable, c'est compréhensible, il n'y a pas de polémique là-bas. Alors, la leçon, c'est quoi? Pour d'autres pays, à l'occurrence la RDC, quand la sécurité d'un État dépend d'une architecture extérieure, cette architecture devient un outil de pression politique forcément. Le Jet 7, le Jet 5 Sahel n'était pas seulement un cadre militaire, c'était un levier stratégique pour la France. Donc, le Jet 5 Sahel promettait la sécurité collective, mais quand la sécurité dépend de l'alignement, donc de l'obéissance, elle cesse alors d'être une protection et devient une condition sine qua non pour continuer à bénéficier du dispositif français. Allons un peu plus loin. L'insécurité comme levier de contrôle politique interne. Comment elle fonctionne? Comment elle façonne le pouvoir? Quand l'insécurité dure, la population a peur forcément. Elle demande avant tout la stabilité. C'est ce que tous les citoyens du monde demandent. Et quand l'insécurité dure, et donc elle accepte des mesures exceptionnelles. Cela permet de gouverner par l'urgence, ça permet de repousser des élections, de neutraliser des oppositions ou, à l'inverse, de délégitimer un pouvoir jugé incapable. Ce qui est recherché forcément, soit maintenir un pouvoir en place, soit les fragiliser jusqu'à sa chute. Par exemple, en RDC, l'insécurité à l'Est est souvent utilisée dans le but. Dans le débat public, pour dire ceci, à ceux qui sont là, l'État est faible, il faut un dialogue, comme ce dialogue qui profile là maintenant en RDC, il faut la transition ou une autre formule politique. Donc, l'insécurité devient un argument pour contester l'autorité en place. L'insécurité de l'Est pour la RDC devient un argument pour changer le régime. Donc, pourquoi des groupes armés, rébellions et terrorisme sont souvent des instruments pour des grandes puissances, des instruments pour la France, instruments pour les États-Unis? Pour quelles raisons? Contrairement
évidemment, à ce qu'on pense ici, beaucoup de groupes armés ne cherchent pas à gouverner tout le pays. Je ne vous l'apprends pas. Ces groupes armés cherchent à bloquer, comme on bloque en RDC, ces groupes armés cherchent à faire pression, à forcer une négociation, à préserver des intérêts, par exemple, des intérêts du Rwanda, des intérêts des grandes puissances. C'est à ça que ça sert les groupes armés. Ils ne cherchent pas à faire tomber Félix Tshisekedi, mais ils cherchent à préserver les intérêts. Donc, ils sont activés ou réactivés quand il faut peser dans les échiquiers. Exemple, CNDP 1-23 en RDC. Quand Kinshasa tente de reprendre le contrôle de l'Est, la pression armée réapparaît comme par hasard pour forcer un compromis, pour forcer un dialogue, etc. Donc la rébellion sert à rappeler une limite. Attention, ne débordez pas, restez tranquille. Donc quand l'insécurité dure dans un pays, il faut toujours se poser une question simple. Qu'est-ce qu'on demande à l'État pour que l'insécurité s'arrête? Où se trouve la valeur ajoutée, où se trouvent les ressources? On cherche quoi? Donc l'insécurité n'est pas toujours incontrôlable, elle est parfois négociable, et ce qu'on négocie, ce ne sont pas les armes, mais les pouvoirs, l'économie et le choix politique. Chers amis, faisons un peu la comparaison ici, RDC et Sahel. Même matrice géographique ou géographie différente. Même matrice. Et donc, la RDC n'est pas le Sahel. Le Sahel n'est pas la RDC, forcément. Mais ils partagent quoi? Un État fragilisé, ils partagent une armée héritée des compromis, des voisins intéressés, une économie sous-exploitée, des flux non maîtrisés. C'est la même équation avec des variables géographiques différentes forcément. Le bascule quand la population perd patience et quand l'insécurité dure, les élites semblent impuissantes, l'extérieur paraît décidé, la population accepte la rupture, ok? Ou la rupture, la population accepte parfois même la force et non de la survie. Donc, les coups d'État ne naissent pas dans les casernes, ils mûrissent dans l'échec de l'État. Et donc, un État ne tombe jamais, ne tombe pas parce qu'il est attaqué, il tombe parce qu'il est structurellement vulnérable, et cette vulnérabilité obéit toujours aux mêmes lois. Les mêmes lois, avant de juger les ruptures, il faut comprendre d'abord les failles, car on ne répare pas un État en punissant ses symptômes. Alors, passons maintenant à une réflexion beaucoup plus élargie, la crise du Niger et l'accord militaire. Ici, il s'agit de l'AES. Comment une menace d'intervention régionale a accéléré une alliance de défense pour accoucher l'AES? Le moment déclencheur, le coup d'État au Niger, juillet 2023. En juillet 2023, au Niger, le pouvoir est renversé. Ok, ça, ce n'est pas un secret. Vous le savez, le pouvoir, évidemment, est renversé. Très vite, la CEDEAO va adopter une ligne exceptionnelle, va mettre en place un dispositif, va se concerter, ultimatum, une menace explicite de préparation ouverte d'une intervention militaire. Là, c'est la CEDEAO. C'est un tournant, ok? C'est un tournant. Mon ami, il a dit, est-ce que vous me comprenez? J'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. Hein? Je ne sais pas quelle est l'oreille qui m'écoute. Vous ne me comprenez pas. Hein? Donc, c'est un tournant
ultimatum, menace explicite de la CEDEAO, une préparation ouverte d'une intervention militaire. C'est un tournant majeur pour le Sahel. Donc, on ne parle plus des sanctions, mais d'une guerre régionale possible. Alors, qui pousse réellement à l'option militaire? Officiellement, la CEDEAO, mais dans les faits, la France est perçue comme le principal soutien politique à une ligne dure. Et certains États membres, dont la Côte d'Ivoire et le Nigeria, se sont montrés prêts à agir directement militairement. L'objectif affiché, restaurer l'ordre constitutionnel, et pour les régimes militaires sahéliennes, le message était clair. Le message était très clair. Aujourd'hui, c'est le Niger, demain, ça sera nous. Alors, comment le Mali et le Burkina Faso ont interprété la situation? Au Mali et au Burkina Faso, la lecture est immédiate. Ils comprennent quelque chose très rapidement. Si la CEDEAO intervient au Niger, donc les régimes issus des coups d'État deviendront des cibles légitimes. Parce que la CEDEAO n'agira pas seule. La CEDEAO va agir avec un dispositif, avec une logistique française. Donc c'est la France qui va se camoufler, c'est comme un loup qui va porter l'habit des moutons, sera parmi les moutons, mais la force sera différente. Donc, si la CEDEAO intervient, c'est la France qui intervient forcément, comme cela a été fait au niveau du Bénin. Si la CEDEAO intervient au Niger, les régimes issus des coups d'État deviendront des cibles légitimes. Aucun d'eux ne sera en sécurité. C'est la lecture faite par le Mali et le Burkina Faso. Ils ne voient pas une crise nigérienne isolée. Ils voient un précédent dangereux parce que ça va leur tomber dessus demain. Donc c'est là qu'est née évidemment la logique de défense mutuelle. Et la réaction était immédiate, une solidarité militaire déclarée en août 2023. Et donc, 2023, en août, les Mali et les Burkina Faso annoncent publiquement toute intervention militaire contre le Niger sera considérée comme une déclaration de guerre contre nous. Donc c'est un acte extrêmement fort. Ce sont des paroles dures. Personne ne s'y attendait. Ils se placent hors du cadre CEDEAO. Ils assument le risque d'escalade. Donc ça va tomber, ça tombe. Et si ça explose, ça explose. Si guerre régionale, il n'y a pas de problème. Si vous touchez, si l'armée, si quelqu'un ose s'attaquer au Niger, vous touchez le Mali, vous touchez également le Burkina Faso. Donc ils annoncent une solidarité militaire, pas seulement politique. C'est tout simplement l'embryon de l'accord de défense. C'est là que ça commence. L'accord militaire AES. Pourquoi il va naître si vite? La réaction officielle de l'Alliance des États du Sahel, AES, intervient dans les semaines qui suivent précisément parce que la menace est immédiate, parce que si ça tape au niveau du Niger, ça va taper aussi au Mali, ça va taper aussi au Burkina Faso. La menace est immédiate. Une attaque contre l'un peut survenir à tout moment. L'ancien cadre qui est la CEDEAO plus le Jet 5 n'offrait aucune protection. Ce n'est pas une alliance idéologique, c'est une assurance vie collective. Était-ce pour éviter une guerre régionale? La réponse est oui, paradoxalement. Sans cette alliance, une attaque contre le Niger aurait pu avoir lieu. Ça, c'est certain. Et cette attaque contre le Niger allait entraîner des ripostes croisées, embrasement régional, implication indirecte de grandes puissances extérieures forcément, et dont l'AES élève le coût de la guerre. Donc, élever le coût de la guerre, c'est-à-dire que vous n'allez pas seulement attaquer le Niger, vous allez aussi rentrer en guerre contre nous. Et donc, ça sera une guerre régionale.
Ça ne sera pas que le Niger, nous allons aussi intervenir. Et donc, l'AES va élever le coût de la guerre, donc dissuader l'intervention, refroidir les ardeurs, ils se sont refroidis, et obliger à la négociation. Parce qu'ils se sont dit, nous n'allons pas seulement attaquer le Niger, deux pays se sont levés et ont décidé que si vous attaquez le Niger, vous attaquez le Mali, vous attaquez aussi le Burkina Faso. Alors, quel a été le rôle implicite des États-Unis en coulisses parce qu'ils ont intervenu? Les points étaient sensibles, mais très réels. Les États-Unis ont une position différente de la France, ça vous le savez. Il y avait une grande base militaire au Niger. Il y a une priorité à la stabilité régionale. Les Américains cherchent une stabilité régionale, que ce soit au niveau du Sahel ou au niveau de l'Afrique centrale. La peur d'un embrasement incontrôlable, parce que quand ça commence, vous ne savez pas quand ça va terminer. Et la crainte d'un feu domino. Donc plusieurs signaux montraient que Washington n'était pas favorable forcément à une intervention militaire de la CEDEAO. Les États-Unis ont privilégié la désescalade, les canaux diplomatiques et les temps longs. Et donc, il est très probable, les amis, que les États-Unis aient freiné une opération militaire rapide, non par amour de l'AES, mais par réalisme stratégique. Ils ne voulaient pas que ça s'enflamme au niveau du Sahel. Alors, pourquoi la France va se retrouver isolée sur cette séquence? Ici, la France va perdre de l'influence militaire directe. Et donc, la France perd de l'influence militaire directe, le soutien à une ligne dure et ne va plus contrôler l'escalade. Le résultat est que le CEDEAO est divisé, intervention suspendue parce qu'ils étaient très chauds, ils étaient très emballés, surtout la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Et l'alliance AES s'est consolidée à ce moment-là. Ils se sont dit, OK, personne n'attaque, donc on va rester comme ça. Dans les rapports des forces a basculé à ce moment-là. L'accord militaire de l'AES est né à l'été 2023, au moment où la menace d'une intervention contre le Niger devenait palpable, réelle. Le Mali et le Burkina Faso ont compris qu'ils pouvaient être les prochains ou la prochaine cible. Ils vont s'allier, non pour attaquer, mais pour empêcher une guerre régionale que même les grandes puissances ne pouvaient pas maîtriser. Et donc, l'AES est né de la peur d'une guerre, pas du désir de confrontation. C'est une alliance de dissuasion, pas une alliance de conquête. Ça, il faut en être sûr. Et quand une organisation régionale menace la guerre, les États menacés inventent la dissuasion. La dissuasion, c'est l'AES. L'AES n'est pas une rupture idéologique, c'est une réponse à une ligne rouge franchie. Alors, pourquoi est-ce que Damiba a été remis par les Togo? C'est là le sujet de notre live aujourd'hui. La politique, est-ce géopolitique? Est-ce les flux? Est-ce la justice? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Ici, il est question de comprendre une chose essentielle. Très rapidement, Paul-Henri Sandaogo Damiba n'a pas été remis pour ce qu'il fait, mais pour ce qu'il pouvait faire dérailler. Il a été remis à Ibrahim Traoré. Donc, la cause politique d'abord, c'est de fermer le cycle de coups d'État. Pour Ibrahim Traoré, le danger n'est pas symbolique, le danger est véritablement structurel. Un ancien chef de transition, un ancien collègue, si vous voulez, parce qu'ils ont fait le premier coup d'État ensemble. Cet ancien chef
de transition conserve forcément des réseaux, garde une légitimité résiduelle, peut devenir un point de ralliement. Et donc, dans un État fragile comme le Burkina Faso, un ex-dirigeant disponible, ça revient à une instabilité permanente. Donc, c'est quelqu'un qui peut vous dérailler, qui peut indisposer, qui peut fragiliser. Il peut être demain les remplaçants potentiels pour les grandes puissances. Donc, il faut absolument qu'il tombe. Et donc, la remise d'Amiba ferme un cycle. Ça veut dire il n'y aura pas de retour possible à l'instabilité, pas d'ambiguïté, pas de double centre de gravité. Tout doit se passer au niveau de Burkina Faso. Et la cause géopolitique maintenant, pourquoi est-ce qu'il a été livré? Parce qu'il y a plusieurs causes, plusieurs raisons. C'est d'éviter une déstabilisation régionale. Ça, c'est maintenant la géopolitique. Raison pour laquelle ce monsieur a été livré, l'ami, celui qui a fait le putsch autrefois avec Traoré, il a été livré parce que lui, l'ami, il a subi aussi un coup d'État par son ami. Nous comprendrons après pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ces deux-là puissent se séparer? On va l'expliquer tout à l'heure. Donc, maintenant, parlons un peu de la cause géopolitique. La situation du Burkina Faso ne concerne plus seulement, ne concerne pas seulement le Togo. Pourquoi? Parce que le Burkina Faso est au cœur des flux sahariennes. Parce qu'il conditionne la stabilité des corridors. Parce qu'il est central dans l'alliance des États du Sahel. Donc, une crise politique au Burkina Faso, ça va fragiliser l'AES. Ça va inquiéter les voisins, ça va perturber les routes. Et donc, la neutralisation des Damiba, c'est tout simplement la stabilité de toute une chaîne régionale. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce que ce monsieur était capable de faire, puisque c'est un ancien président qui a fui le pays et les ennemis pouvaient s'en servir pour la déstabilisation des Burkina Faso. Donc il a fallu absolument que ces gars soient neutralisés. Un, pour l'interne, pour ne pas fragiliser ce que Ibrahim Traoré a déjà mis en place, tout ce qu'il a déjà développé, la politique déjà installée. Ça, c'est au niveau de l'interne. Mais deuxièmement, c'est l'instabilité régionale au niveau des corridors, des routes, etc. Parce que forcément, s'il devrait revenir, il reviendrait comme rebelle. Alors, au niveau géopolitique, il a fallu le neutraliser. Parce qu'une crise politique au Burkina Faso va fragiliser l'AES, inquiéter les voisins et perturber les routes, tout simplement. Alors, ici maintenant, la cause en termes de la logistique, c'est la protection, protéger les flux vitaux de l'AES. On va être très clair. Pour l'AES, il y a aujourd'hui qu'une respiration maritime crédible. Il y a aujourd'hui qu'une seule respiration maritime crédible, c'est tout simplement le port de Lomé. Sans ces ports, pas d'export, pas d'import, pas de continuité économique. Or, les flux, c'est-à-dire la sortie de richesse ou l'entrée de richesse, mais beaucoup plus les sorties vers Lomé passent par où? Ça passe par les Burkina Faso, ces routes des Burkina Faso et surtout la stabilité intérieure. Donc, les flux de Lomé passent par Burkina Faso, les routes de Burkina Faso et sa stabilité intérieure. Donc, un Burkina Faso qui est instable, c'est tout simplement des routes instables et un port sous pression. Le Ghana est tantôt plus tôt. Le Ghana est stable, le Ghana c'est la France, le Ghana est tantôt plus tôt, mais ce n'est pas le cas pour Lomé. Dans le calcul togolais, c'est quoi? Sécurité économique avant la moralité politique.
D'abord, c'est la sécurité économique. Donc, pour les Togo, l'équation est simple ici. Les ports est la colonne vertébrale de l'économie togolaise. Les camions sont la réalité quotidienne, c'est tous les jours que ça circule. Et les chaos sahéliens est un risque direct, pas seulement pour les Burkinabés, mais pour l'économie togolaise. Donc, les Togo ne raisonnent pas en termes idéologiques, les Togo raisonnent en termes de continuité des affaires. Donc, remettre Damiba entre les mains des Traoré, c'est tout simplement éliminer un facteur de désordre potentiel sur les routes. Parce que nous ne connaissons pas ce que ce monsieur était capable de faire, avec qui il serait capable de s'allier, avec quel groupe il serait capable de s'associer. Et donc, pour la déstabilisation de l'économie de Burkina Faso, mais quand vous déstabilisez l'économie de Burkina Faso, vous touchez carrément l'économie de l'AES. Et vous déstabilisez les Togo. Parce que le Togo a besoin de faire fonctionner son port. Donc, les facteurs alors économiques décisifs, c'est que Traoré a déjà lancé. Ce que Traoré a déjà lancé et que il ne veut pas que ça soit déboulonné, il ne veut pas l'instabilité. C'est ici que tout va s'éclairer, cher ami. Sous Ibrahim Traoré, il y a des raffineries d'or. Donc, il y a une plus-value locale. Il y a des investissements agricoles. Il y a la sécurité alimentaire. Il y a plus de 300 km d'autoroute qui a été déjà implémentée. Donc, ici, nous sommes dans l'intégration territoriale pour que les peuples puissent circuler et échanger, faire des transactions. Donc, la communication du pays. Et puis, il y a des financements en interne parce qu'il y a la rupture avec la dépendance au niveau du FMI. Donc, ces projets ont un poids commun. Ils nécessitent, pour le maintien de ce qui est déjà fait et pour aussi la réalisation d'autres projets futurs, pour évidemment viser par l'émancipation totale de l'AES et évidemment chacun dans son pays respectif. Nous sommes au niveau du Burkina Faso. Ces projets ont un point commun. Ils nécessitent la stabilité, la continuité et l'absence des chocs politiques. Ça, c'est clair et ça, c'est net. M. Traoré ne voulait pas se réveiller un matin et puis tomber sur une coalition de l'ancien président parce qu'il rumine, parce qu'il calcule, parce qu'il complote, parce qu'il veut reprendre la place, parce qu'il veut déstabiliser le régime d'Ibrahim Traoré, parce que lui, se voit là. Il a été déboulonné, mais étant réfugié ailleurs, il peut être instrumentalisé par la France. Il peut être instrumentalisé par d'autres pays qui ont un regard belliqueux vers le Burkina Faso. Et donc, il était capital qu'il soit totalement neutralisé. Capital pour Burkina Faso, capital pour la région, ça veut dire capital pour l'AES. Donc, ces projets ont un point commun, une nécessité en termes de stabilité, la continuité et l'absence de chocs politiques. Un retour des Damiba, c'est un risque de remise à zéro. Alors, pourquoi Damiba était un danger pour ces réalisations? Damiba n'était pas dangereux par action immédiate, soyons d'accord, attendons-nous bien par là, mais par potentialité. Donc, il y a un potentiel en lui. Parce que c'est quelqu'un qui a été chassé du pouvoir, quelqu'un qui est parti alors qu'il commençait justement à goûter, à manger et donc à se réaliser. Donc, c'est quelqu'un dont on a arraché la nourriture, on a arraché l'os. Donc, c'est quelqu'un qui est dans un état émotionnel d'un retour. Et les retours passent par la déstabilisation, le retour passera par des armes, le retour passera par la guerre. Vous comprenez? Et donc, Damiba
n'était pas dangereux par action immédiate, mais par potentialité, possibilité de récupération extérieure, je l'ai expliqué, figure alternative en cas de crise en interne, c'est quelqu'un qui pouvait se présenter en tant qu'alternative, et Traoré ne veut pas de ça, et donc un prétexte à un nouveau cycle de transition. Or, les projets économiques ont besoin du temps, les routes ont besoin de la sécurité, les investisseurs internes ont besoin de visibilité. Traoré ne dépend pas ou ne défend pas son pouvoir, il défend une trajectoire. Alors, pourquoi la remise a été préférée à l'ambiguïté? 3 options existaient. Laisser Damiba libre à l'étranger, cela traduirait à une instabilité latente. Si vous le laissez libre, donc nous avons dit potentialité des dangers. Deuxième élément, le juger publiquement. Alors dans ce cas, vous offrez un martyr potentiel. Troisième élément, le neutraliser par une remise contrôlée. Et donc là, c'est une continuité. L'option 3 a été choisie par les Togolais et les Burkinabés, une entente de « on vous le remet, mais ne le pendez pas ». On vous le remet, mais ne l'exécutez pas. Parce que la condamnation à mort a été réactivée au Burkina Faso. Et donc, on vous remet votre ancien collègue, votre ancien ami, mais garantissez-nous que vous n'allez pas quand même l'exécuter. Donc, il y a évidemment des garanties pour que ce monsieur soit livré. Mais une fois livré, il n'est plus un danger pour le Burkina Faso, il n'est plus un danger pour l'AES, il n'est plus un danger pour la région. Donc, c'est la troisième option qui a été choisie parce qu'elle est la moins coûteuse stratégiquement. Donc, dans la géopolitique des flux, on ne protège pas les hommes, on protège les trajectoires. Donc, ici, Damiba n'a pas été remis pour le passé, il a été remis pour protéger l'avenir, tout simplement, protéger les routes, protéger les ports, la stabilité de l'AES. Parce que être en liberté, c'est un futur désordre, c'est un potentiel perturbateur. Donc il a fallu le neutraliser complètement. Pourquoi est-ce que Ibrahim Traoré a renversé son ami? Et c'est là qu'il faut comprendre, parce qu'ils étaient ensemble. Le coup d'État a été préparé, ils étaient ensemble. Ils ont fait le coup d'État ensemble. Mais ils n'avaient pas le même projet pour l'État. C'est ça les problèmes. Problème de doctrine, problème de projet. On va clarifier immédiatement, et c'est très important. Ibrahim Traoré et Paul-Henri Sadaogo Damiba ont participé au même coup d'État en janvier 2022. Mais un coup d'État n'est pas une idéologie. C'est une réponse d'urgence à une crise. Ça déjà, c'est clair. Ce qui compte ici, ce n'est pas comment on arrive au pouvoir. Ce qui compte, c'est ce qu'on va faire une fois au pouvoir. Qu'est-ce qu'on fera une fois au pouvoir? Et donc, ici, nous sommes dans la fracture idéologique. La réforme qui est lente et une rupture assumée par Traoré. Un veut une réforme lente, l'autre voulait une rupture drastique. C'est-à-dire, on arrache la dent sans anesthésie. Le logiciel de Damiba, c'était quoi? Damiba incarnait une vision classique de l'État post-coup d'État. Classique, stabiliser sans rupture brutale avec nos partenaires, rassurer l'extérieur, rassurer la France, rassurer les amis, conserver une partie de l'architecture sécuritaire existante, donc rester dans le Jet 5, avancer prudemment, donc une forme de sagesse. C'est une logique de gestion du système. C'était l'idéologie
la pensée de notre ami Damiba. C'est lui qui est livré aujourd'hui à Traoré. Alors que pour Ibrahim Traoré, lui, il incarnait une vision de rupture, souveraineté assumée, le rejet total de la sécurité sous condition, c'est-à-dire sortir du Jet 5, une accélération de décision, c'est vraiment une coupure, la priorité à la continuité interne plutôt qu'à la reconnaissance extérieure. C'est pas les dehors qui va nous incarner, c'est nous qui allons incarner les dehors. Ça, c'était l'idéologie, c'était la posture d'Ibrahim Traoré. Donc, c'est une idéologie de refondation de l'État. Ce n'était pas la même trajectoire avec son ami. Donc, il n'avait pas la même idée de ce qu'est gouverner après un putsch. Et donc, c'est là qu'arrive la fracture structurelle. La question de l'efficacité sécuritaire ici, structurellement, un coup d'État militaire repose sur une promesse simpliste. Nous allons faire mieux que les régimes précédents sur la sécurité. C'est ce qui a été dit. Or, après plusieurs mois, plusieurs tentatives, l'insécurité persistait devant le regard de Ibrahim Traoré. Il voyait les routes rester dangereuses. Il voyait que les zones rurales continuaient de tomber. Il observait dans une armée politisée par la crise, l'inefficacité devient une faute politique. Et pour Traoré, Damiba n'échoue pas moralement, il échoue fonctionnellement. Et puis les points de rupture décisifs, la question de la dépendance. Pour Ibrahim Traoré, un État ne peut pas prétendre reprendre le contrôle, ne peut pas prétendre reprendre le contrôle. J'ai dit qu'un État, pour Traoré, ne peut pas prétendre reprendre le contrôle tout en restant dépendant de même levier extérieur, donc de la France, donc du Jet 5, qui ont échoué auparavant. Parce que c'est devant lui que ce dispositif, que ce mouvement a tout simplement exprimé son efficacité. C'est devant lui, il est témoin de l'inefficacité française. Parce que malgré le coup d'État, malgré l'organisation, les choses continuaient de mal en pis. C'est là est venue la rupture idéologique profonde. Donc, Damiba, lui, a accepté une souveraineté négociée et Traoré voulait une souveraineté assumée, même si la souveraineté devrait nous coûter cher, on l'assume. Ce n'est pas une querelle personnelle, vous l'avez compris, c'est un désaccord sur la nature même de l'État. Comment orienter l'État, où nous devenons autonomes, nous nous assumons, nous coupons le lien avec le paternalisme français, nous sortons du cadre sécuritaire lié au Jet 5 et nous nous assumons, ou alors nous restons des esclaves éternellement et rien ne va changer. Alors que l'autre voulait continuer, négocier, être supervisé, etc. C'était des désaccords. Donc, une peur structurelle des Traoré, l'instabilité permanente. Voici la peur des Traoré. C'est un point clé que beaucoup ne comprennent pas forcément. Donc, pour Ibrahim Traoré, laisser Damiba au sommet de l'État, c'est un risque de stagnation. Il reste là, nous allons continuer à compter les morts. Il reste là, nous resterons toujours dans une fragilité, ce qu'on appelle une fragilité structurelle, dépendant des puissances extérieures. Donc, Damiba ne pouvait pas rester au sommet de l'État pour Ibrahim Traoré parce qu'il était fragile. Les renverser sans les neutraliser, c'est aussi un risque de recyclage des coups d'État plus tard. Donc, il doit être renversé, pas seulement renversé, mais il doit être neutralisé. Donc, dans les États fragiles, les transitions inachevées se répètent forcément, les alliances militaires deviennent instables et Traoré
renverse Damiba pour tout simplement éviter que les coups d'État deviennent un mode de gouvernance permanente. Il sait que si lui ne les renverse pas, quelqu'un d'autre va le faire. Parce qu'il constate effectivement que ce monsieur est dans la continuité. Il est dans le parrainage. Il est molle. Il ne coupe pas ce qu'on appelle... il ne coupe pas les relations avec la France. La corde ombilicale reste toujours. Donc l'émancipation, c'est pour demain, 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 jamais. Pourquoi est-ce qu'il renverser un ami n'est pas une contradiction parce que c'est son ami qu'il va renverser. Dans une logique idéologique classique, c'est une trahison forcément. Mais dans une logique structurelle d'État fragile, c'est autre chose. L'armée ne raisonne pas en amitié. Elle raisonne en cohérence du pouvoir. Quand deux hommes incarnent deux trajectoires incompatibles, l'un doit sortir du jeu. Vous avez l'exemple ici des Compaoré avec Sankara. Sankara avait un projet, le projet de la souveraineté du Burkina Faso, le projet de non-dépendance au FMI, de l'autosuffisance alimentaire, etc. Mais ce n'était pas le cas des Compaoré. Donc vous avez deux hommes, aujourd'hui aussi deux hommes. Vous avez l'un, Ibrahim Traoré, qui représente vraiment, on va dire, photocopie les idées de Sankara, mais non naïf. Il est beaucoup plus prudent. Il sait qu'il risque sa vie. Il sait que comme Sankara, il peut être ramassé. Il le sait. Et donc, il n'a pas le choix. Il doit rester là. Donc, vous avez Compaoré qui voulait rester attaché à la France, être sous des conditions dictées, accompagnées et vivre, s'épanouir, une opulence exagérée avec sa famille. Et donc, et puis, les Burkinabés en second plan, mais ce n'est pas le cas de Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré n'a pas renversé Damiba par ambition personnelle. Il a renversé parce qu'il n'avait pas la même vision de l'État. Damiba voulait gérer la transition, Traoré voulait fermer la transition. Donc, le premier coup d'État était une réaction, le second coup d'État était un choix. Ils ont pris le pouvoir ensemble, mais on ne gouverne pas ensemble. Quand on ne partage pas, évidemment, la même idée, la même idéologie de la souveraineté. La question centrale ici, est-ce que la France était pour le premier coup d'État, janvier 2022, au Burkina Faso? Y avait-il une rupture avec la France et la CEDEAO à ce moment-là? Répondons à toutes ces questions. La réponse est non. La réponse sérieuse, le premier coup d'État était compatible avec l'ordre régional existant, forcément. On va détailler. Le premier coup d'État porte Paul-Henri Sandaogo Damiba au pouvoir. La position réelle de la France n'a pas organisé ce coup d'État. Elle ne l'a pas célébré non plus, mais elle a accepté rapidement comme un fait accompli. Donc, ok, c'est bon, on y va. Pourquoi? Parce que Damiba cochait plusieurs caisses rassurantes pour la France. Officiers formés dans des cadres occidentaux, discours sécuritaires classiques, pas de rupture idéologique annoncée, une volonté affichée de continuer la coopération militaire existante avec la France, donc rester dans le Jet 5. Et donc pour Paris, Damiba représentait une continuité gérable, pas une rupture. Était-ce une rupture avec la France? Vous avez compris que sous Damiba, la coopération militaire avec la France continuait tranquillement. L'architecture sécuritaire régionale restait en place. Le Burkina Faso n'est pas sorti du Jet 5 Sahel, ni du cadre sécuritaire lié à l'opération Barkhane.
Ils sont restés là. Et pendant que Ibrahim Traoré était en train d'observer, donc il n'y a aucune rupture stratégique en ce moment-là. Le discours est plutôt nous voulons plus d'efficacité, pas un changement des camps. Et donc, Damiba était perçu comme un correctif, pas comme un révolutionnaire. Vous comprenez? Et donc, la CEDEAO alors? La CEDEAO allait aussi adopter une posture modérée, condamnation de principe, suspension temporaire des choses, des sanctions très limitées, ouverture très rapide à une transition négociée. Pourquoi autant de souplesse? C'est tout simplement parce que le coup d'État est présenté comme sécuritaire, pas idéologique. Damiba promet un calendrier, aucune alliance alternative n'est annoncée. La CEDEAO voit une transition classique, pas une menace systémique. Alors pourquoi ce premier coup d'État était acceptable pour l'ordre régional? Structurellement, il respecte 3 lignes rouges, c'est-à-dire pas de rupture avec les partenaires occidentaux, la France, pas de remise en cause de la CEDEAO, pas d'alliance alternative annoncée avec la Russie ou d'autres. Donc, pas de sanctions lourdes, pas de menaces d'intervention, pas d'isolement. Dans le système régional, c'est absorber ces types de putsch sans problème. Le vrai tournant, ce n'est pas le premier coup d'État forcément. Le vrai tournant arrive avec Ibrahim Traoré en septembre 2022. Ce qui change alors dans ces cas-là, les discours de rupture, d'accord? Les discours de rupture. Et donc, une remise en cause de la sécurité sous condition. Frère, pouvez-vous faire une analyse la prochaine fois sur ex-Constant Moutamba et penser? Alors, j'ai fait beaucoup de missions sur Constant Moutamba. J'en ai fait énormément. J'en ai fait beaucoup. Alors, je fais une parenthèse, je vous réponds tout de suite à mon ami Raf Otep. Je pense qu'il va sortir un jour, mais il ne deviendra plus jamais président. Parce que si vous êtes condamné, si vous avez un casier judiciaire, vous ne pouvez pas prétendre devenir président. Et donc, dans cette direction-là, on l'a complètement brisé. C'est un homme brisé. Il ne peut même pas postuler pour être gouverneur. Il ne peut plus rien faire. Vous comprenez? Et donc, j'ai déjà fait beaucoup de lives sur ça. Si vous voulez, il a été cassé par l'État profond. L'État profond que lui voulait démanteler, qui voulait détruire, l'État profond l'a avalé. Je pense qu'il s'est précipité peut-être, il a été trop rapide, et voilà. Donc, il est détruit. Politiquement, c'est un homme à terre. Il ne peut plus se relever, sauf si on change la constitution. Et il devenait aussi trop populaire pour le président en place. Donc, il devenait un dauphin naturel, même s'il ne faisait pas partie de l'IDPS, mais il commençait à mettre de l'ombre. Vous comprenez? De l'ombre. Et quand vous mettez de l'ombre, ah ben forcément, n'étant pas de l'IDPS, n'étant pas du réseau, n'étant pas, on va dire, étant celui qui a insulté hier le président, étant celui qui était vraiment le soldat des Kabila. Et donc, voilà, il est abattu. Il est abattu. J'ai fait beaucoup de lives sur ça. Il a été tout simplement, on va dire, abattu. Et même le président ne pouvait pas le sauver. Alors, les amis, avec Ibrahim Traoré, les discours est dur. C'est-à-dire, c'est drastique. Discours de rupture, une remise en cause de la sécurité sous condition. Alors, notre YouTube, c'est Analyste Coach Amos. Analyste Coach Amos. Les amis, allez vous abonner là-bas. C'est une nouvelle chaîne. Allez vous abonner là-bas. Analyste Coach Amos. Analyste Coach Amos. Il y a beaucoup d'analyses là-bas. Il y a beaucoup d'analyses.
Et donc, il y a une vingtaine de vidéos, peut-être 25. Et donc, vous pouvez vraiment passer votre temps à comprendre certaines choses. Donc, avec Ibrahim Traoré, c'est la rupture drastique, une remise en cause de la sécurité sous condition, un éloignement progressif de la France, alignement avec le Mali, puis le Niger, et un rejet implicite de l'ordre lié au CEDEAO tel qu'il est. Là, le logiciel a changé. Donc, ce n'est plus un coup d'État corrigeant, c'est un coup d'État, ce qu'on appelle un coup d'État refondateur. Ce n'est plus un coup d'État comme au niveau du Gabon. Ce n'est pas un coup d'État comme nous avons connu ailleurs. Là, c'est un coup d'État refondateur. On va changer la structure, la matrice. En termes sécuritaires, nous allons tout balayer. On ne va pas simplement couper les branches. On ne va pas couper l'arbre. C'est l'arbre. On va déraciner l'arbre. Vous comprenez? On déracine l'arbre et on plante d'autres graines pour avoir d'autres arbres plus tard. C'est ce que Ibrahim Traoré a fait. Et donc, vous avez compris que le premier coup d'État n'était pas une rupture. Il était compatible avec l'ordre régional existant. La France et la CEDEAO ne l'ont pas soutenu, mais elles l'ont accepté parce qu'il ne changeait pas les règles du jeu. La rupture commence évidemment avec Ibrahim Traoré quand le pouvoir cesse de chercher l'acceptation extérieure et va privilégier la souveraineté interne. Et donc, les amis, c'est comme ça. Alors, pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire et le Nigeria étaient prêts à intervenir au Niger? Ici, nous sommes dans l'idéologie d'État. On va clarifier quelque chose. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ne sont pas positionnés contre le Niger par une forme de haine ni par soumission aveugle. Ça déjà, il faut l'imprimer. Ils ont agi selon leur propre logiciel d'État, qui est incompatible ici avec celui de l'AES. La Côte d'Ivoire, le Nigeria, partagent une idéologie centrale. La stabilité passe par la préservation stricte de l'ordre constitutionnel existant. Pourquoi? Les régimes reposent évidemment sur une continuité institutionnelle. Toute rupture militaire est perçue comme une menace existentielle. Donc, les raisonnements est simple. Si un coup d'État est toléré au Niger, alors il devient légitime ailleurs. C'est un peu comme Burkina Faso et le Mali ont respiré. Ils se sont dit, si nous laissons faire la CEDEAO, accompagnée par la France, atterrir au Niger pour défenestrer le putschiste, alors demain, ça sera nous. Et donc, unissons-nous, mettons-nous en commun et déclarons la guerre. Si vous attaquez le Niger, vous nous attaquez aussi. Et donc, c'est le même raisonnement pour Burkina Faso et le Nigeria. Si un coup d'État est toléré au Niger, alors il devient légitime ailleurs. Ils ne défendent pas le Niger, ils se défendent eux-mêmes. Pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, le danger n'est pas le Niger en soi, comprenez ça. C'est la normalisation des ruptures militaires. Pourquoi c'est vital pour eux? Le Nigeria, pays immense, hétérogène, déjà sous pression sécuritaire interne, un précédent régional fragilise l'autorité fédérale forcément. Pour la Côte d'Ivoire, stabilité construite après de crises graves, et donc toute contingent militaire est vue comme un retour en arrière. Leur ligne dure est une politique de prévention interne. Et puis il y a la dimension structurelle des États non enclavés. Contrairement au pays de l'AES, la Côte d'Ivoire a un port stratégique autonome. Le Nigeria est une puissance maritime et énergétique. Ils ne subissent pas la pression des corridors, l'asphyxie logistique, la dépendance vitale aux voisins. Ils n'ont pas ça. Ils peuvent donc se permettre une ligne dure que l'AES ne peut pas se permettre. Et puis vous avez les rapports avec la France.
La continuité, pas de dépendance honteuse. C'est ici que beaucoup vont se tromper forcément. La Côte d'Ivoire ne voit pas la France comme un tuteur à combattre. Ce n'est pas le même regard qu'Ibrahim Traoré. La Côte d'Ivoire et le Nigeria ne voient pas la France comme un tuteur à combattre, un obstacle à la souveraineté. Ils se disent ils sont souverains. La France est un partenaire. Ils voient la France comme un partenaire de stabilité, comme un garant d'équilibre régionaux et un soutien sécuritaire indirect. C'est comme ça qu'ils voient la France. Pour eux, se libérer de la France n'est pas une priorité stratégique aujourd'hui parce qu'ils ne perçoivent pas la relation comme existentielle ou oppressive. Pourquoi ils refusent la solidarité africaine version AES? Je parle bien de la Côte d'Ivoire et d'autres pays qui font partie de CEDEAO. Donc, c'est les points les plus sensibles ici pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria et bien d'autres. La solidarité africaine ne peut pas justifier la rupture de l'ordre régional. L'unité ne doit pas encourager l'instabilité. Leur lecture est tout simple. Si nous acceptons cela aujourd'hui, nous paierons le prix demain. Et donc, ils préfèrent la discipline régionale à la solidarité circonstancielle. La CEDEAO est un outil de protection, pas un outil d'émancipation. Pour ces deux pays, la CEDEAO est un bouclier institutionnel, un cadre de légitimité, un instrument de prévention, alors que pour l'AES, la CEDEAO est devenue un outil de pression, même organisation de lecture opposée. Pourquoi ils étaient prêts à la guerre sans vouloir la faire? C'est les points clés. Ils étaient prêts à la guerre, mais ils n'étaient pas prêts de le faire. Être prêt à la guerre ne signifie pas vouloir la guerre. Pour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, afficher la fermeté, menacer l'intervention, mobiliser politiquement, c'était une stratégie de dissuasion. Montrer que la ligne rouge existe, même si on espère ne pas la franchir. Donc, la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'ont pas agi contre le Niger. Ils ont agi pour protéger leur propre stabilité, là où l'AES voit une libération et voit un précédent dangereux. Ce n'est pas une trahison africaine, c'est un choc entre deux voisins de l'État. Alors, si la France n'avait pas poussé, est-ce que la Côte d'Ivoire et le Nigeria auraient-ils attaqué le Niger? Est-ce qu'ils allaient même parler et mettre une pression comme nous l'avons vu? La réponse est que si la France n'avait pas poussé la CEDEAO, ils n'allaient rien faire. C'est une réponse sérieuse. Ils n'auraient jamais pris seuls l'initiative d'une guerre contre le Niger. Il faut expliquer pourquoi, idéologiquement et structurellement, la décision de guerre ne venait pas spontanément d'Abidjan, ni d'Abuja, ni de la Côte d'Ivoire, ni le Nigeria n'avait un intérêt direct et vital à attaquer le Niger. Pas de conflit territorial, il n'y avait pas de gain économique, il n'y avait pas de menace militaire immédiate venant de Niamey. Aucun calcul rationnel national ne justifiait une guerre contre le Niger. Ce qui va déclencher la posture offensive, c'est la pression politico-diplomatique française. La France avait, elle, un enjeu stratégique immédiat. La perte d'un pilier sécuritaire, donc le Niger, la perte d'une base militaire majeure, l'effondrement de son architecture sahélienne, donc ici nous parlons de Jet 5, le risque d'effet domino avec d'autres pays. Donc pour Paris, le Niger était la ligne rouge finale. Sans réaction forte de la part de la France, toute la présence française au Sahel devenait caduque. Et donc, pourquoi la France ne pouvait pas attaquer directement? La France ne pouvait pas le faire, comme ça a été le cas, par exemple, au Burkina Faso.
ou plutôt en Côte d'Ivoire. C'est la France qui a défenestré Balbo. Mais si le CEDEAO avait quand même attaqué, mais c'est la France qui allait attaquer parce que c'est la France qui allait encadrer, c'est la France qui allait être dans la logistique. C'est la France qui allait aller faire la guerre à la place des soldats africains, forcément. Donc la France ne pouvait pas intervenir seule parce qu'il y aurait un coût politique énorme. La France ne pouvait pas intervenir, ne pouvait pas apparaître comme puissance néocoloniale, déclencher une guerre ouverte sans couverture africaine. Et donc, il fallait une légitimité régionale, et cette légitimité régionale passait par la CEDEAO. Donc, la France allait se cacher derrière la CEDEAO si la CEDEAO décidait quand même, malgré l'accord de défense militaire de ces trois pays, la France allait se cacher derrière, évidemment, la CEDEAO. Le rôle réel de la Côte d'Ivoire et du Niger, la Côte d'Ivoire et le Niger ont servi tout simplement de vecteurs de légitimation africaine, de bras politiques et militaires régionaux, de façade multilatérale à une pression étrangère stratégique extérieure, donc de la France. Ils n'ont pas reçu un ordre écrit, mais ils ont été fortement incités à tenir la ligne dure. Sans ces contextes, ils n'auraient pas poussé jusqu'à la guerre. Sans la France, sans la pression française, rien n'allait se mettre en place. La preuve directe, mais décisive, c'est le recul final. Quand l'option militaire devient trop risquée, l'AES annonce une défense mutuelle. Si vous attaquez, nous attaquons aussi. Vous attaquez le Niger, vous attaquez le Burkina Faso, vous attaquez le Mali. Les États-Unis ont vu ça et les États-Unis ont appelé aux désescalades. La CEDEAO a reculé. Donc, si la volonté de guerre avait été propre à Abidjan et à Abuja, si c'était leur propre initiative, l'offensive aurait été lancée malgré tout. Mais comme ça ne venait pas d'eux, ils n'avaient pas d'intérêt économique ni d'intérêt stratégique de déstabiliser le Niger. Comme il n'y avait pas d'intérêt, alors ils étaient à l'écoute attentif à un son de cloche pour dire attention, arrêtez. Et ils ont arrêté au moment à temps. Donc les reculs prouvent que l'initiative n'était pas endogène. Ça ne venait pas évidemment de la Côte d'Ivoire ni du Nigeria. La lecture froide et honnête, sans la France, pas d'urgence stratégique pour la CEDEAO, pas de ligne rouge immédiate, pas de risque vital pour Abidjan ou Abuja. Avec la France, forcément, tentative de sauvetage d'un ordre sécuritaire en train de s'effondrer parce que ces trois pays qui se sont dégagés. J'ai parlé tout à l'heure de Jet 5. Le Jet 5, 3 sont partis. Usage de la CEDEAO comme cadre de pression, la France était derrière. Alors, non, sans la pression stratégique française, la Côte d'Ivoire et le Nigeria n'auraient pas cherché la guerre contre le Niger. Ils ont porté une ligne dure qui répondait d'abord à un enjeu extérieur, pas à un besoin vital national. Alors, nous terminons par ceci. La fin de l'ordre sécuritaire français en Afrique de l'Ouest. Ici, il nous faut expliquer pourquoi l'ordre sécuritaire français s'est effondré. Comment il a été tenté de se maintenir et pourquoi il ne peut plus être restauré sous la forme ancienne. Ce qu'on appelle l'ordre sécuritaire français, c'est quoi? Pendant plus de 2 décennies, si pas plus, la France a structuré en Afrique de l'Ouest et au Sahel un système fondé sur 3 piliers. Présence militaire permanente, une coopération sécuritaire asymétrique et une influence politique via les organisations régionales. C'est les 3 piliers. Donc, ce système reposait sur l'idée suivante. La stabilité régionale passe par une sécurité externalisée et donc ça vient de la France. Le cœur du système, c'était la sécurité sous condition. Concrètement, c'est quoi?
L'ordre sécuritaire français fonctionnait ainsi. Aide militaire contre alignement politique, vous obéissez. Soutien sécuritaire contre l'acceptation du cadre stratégique et la protection contre l'accès privilégié aux décisions. Donc, la sécurité n'était pas un droit souverain, elle était une contrepartie. C'est cette logique qui a fini par être rejetée par Ibrahim Traoré. Les instruments de cet ordre, avant l'effondrement, avant la rébellion, avant l'émancipation, vous avez compris, trois outils majeurs structuraient ce système. Premièrement, vous avez l'opération Barkhane, la présence militaire directe sur le terrain. Deuxièmement, vous avez l'habillage, donc le Jet 5 Sahel, c'est l'habillage régional, et l'appui de la CEDEAO comme cadre politique. Tant que ces trois éléments tenaient ensemble, le système résistait. Mais les points de rupture, quand l'efficacité a disparu, 2018-2020, un constat s'impose dans plusieurs pays. L'insécurité augmente malgré la présence française. Les armées nationales restent dépendantes. Comment ça se fait? Les populations ne perçoivent plus le bénéfice de la présence de l'armée française, dont le système a perdu sa légitimité opérationnelle, puis sa légitimité politique. Et puis, la tentative de sauvetage, la ligne dure Niger 2023, face au coup d'État au Niger, l'ancien hors de compte, un réflexe classique forcément, les sanctions, les menaces, les pressions militaires indirectes via la CEDEAO. Ce n'est plus une gestion de sécurité, c'est une tentative de restauration d'autorité, mais le contexte a changé. Forcément, pourquoi est-ce que cette tentative va échouer? Les trois facteurs vont rendre l'intervention impossible. D'abord, la dissuasion régionale nouvelle. L'Alliance des États du Sahel, AES, annonce que toute attaque sera collective. Et donc, ça, c'est déjà les points de rupture. Et afficher son autonomie, afficher une certaine force, c'est-à-dire vous nous avez protégés hier, mais si vous tentez quelque chose, nous allons nous défendre. Si vous touchez l'un d'entre nous, vous nous touchez nous tous. Deuxième pilier, les refus d'une guerre régionale incontrôlable parce que les grandes puissances, notamment les États-Unis, ont privilégié la désescalade. Ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Et puis, troisième élément, la division africaine. La CEDEAO apparaît fragmentée, hésitante, non consensuelle. Le résultat est que l'ordre ancien ne peut plus imposer, et donc la disparition totale de l'ordre ancien. Et pourquoi cet ordre ne peut plus revenir? Même sans l'idéologie anti-française, plusieurs réalités sont irréversibles. Les États sahéliens veulent contrôler leur sécurité eux-mêmes aujourd'hui. Les partenariats ne sont plus exclusifs. Nous travaillons avec la Russie, nous travaillons avec l'Iran, on travaille avec la Turquie, on travaille ici avec même la Yougoslavie, ancienne, aujourd'hui démantelée. En tout cas, nous travaillons avec tous les pays. Ce n'est plus l'exclusivité de la France. La légitimité passe par les résultats, ça ne passe pas par l'histoire. Dans l'ordre sécuritaire français était vertical et le nouvel environnement est horizontal et concurrentiel. Ce qui remplace aujourd'hui l'ordre ancien, sans romantisme, les amis, c'est là que nous allons chuter. Il n'y a pas de nouvel empire. Il y a des alliances pragmatiques, l'AES, des partenariats à la carte, la Russie, la Turquie et les autres. Une obsession des continuités étatiques. La sécurité devient politique, logistique et économique. L'ordre sécuritaire français ne s'est pas effondré par hostilité idéologique, mais parce qu'il reposait sur une délégation de souveraineté que les États ne veulent plus assumer. L'Afrique de l'Ouest ne rejette pas la coopération, elle rejette la sécurité sous des conditions.
Et un ordre fondé sur la conditionnalité ne servit jamais à la perte de légitimité. Les amis, c'est là que nous avons atterri. Je dois vous souhaiter